Le Parlement bruxellois lancera ce vendredi sa commission spéciale Covid. Les députés se donnent jusqu'à la fin du mois de janvier pour auditionner, réfléchir et suggérer. Et entre-temps, la crise du Covid continue. Alors sur BX1, nous anticipons. La parole est donnée aujourd'hui à des acteurs de la société civile. Ils vont nous dire comment ils ont vécu et comment ils vivent aujourd'hui la situation. Nous verrons aussi ce qu'ils ont à proposer. Bienvenue sur le plateau de Versus. Mes invités connaissent tous, au moins, très bien un des volets de la crise du Covid-19. Chantal Massard, bonjour. Vous êtes la directrice d'Inforjeune Laken et vous avez aussi lancé une coalition qui veut, attention, aider les parents en milieu populaire et changer l'école. Rien de moins, on en reparlera. À côté de vous, Sébastien Billiet, vous êtes épicier, traiteur et vous êtes donc un indépendant au cœur d'une crise qui est aussi économique. On verra comment vous vous en sortez. Face à vous, Marion Dedreau, vous êtes infirmière au CHU Saint-Pierre et déléguée syndicale. Et puis Vincent Frédéric, vous êtes le secrétaire général de la Fédération des maisons de repos. On va voir avec vous que ce secteur a été en souffrance et qu'il l'est d'ailleurs encore toujours pour partie en ce moment. C'est au mois de juillet que le Parlement bruxellois a décidé de créer une commission spéciale Covid-19. Précisément, celle-ci a pour but, je cite, de tirer les leçons de la pandémie dans toutes les facettes qui relèvent des compétences bruxelloises, c'est-à-dire au niveau sanitaire, au niveau économique, au niveau social, mais aussi en termes organisationnels et de coordination. Et le Parlement ajoute qu'il veut améliorer la préparation et la réponse des institutions régionales si une nouvelle crise sanitaire devait survenir. Je vais peut-être me tourner vers vous, Marion Dedreau, pour la première question. Avec le petit recul qu'on a, une crise qui est toujours en cours, quel regard vous portez-vous comme infirmière sur la réaction des pouvoirs publics à la crise du Covid, comme vous l'avez vécu dans votre hôpital ? Je pense qu'il y a eu au départ, évidemment face à l'inconnu, puisque personne ne savait ce que ça allait donner au jour d'aujourd'hui, il y a eu vraiment tout ce problème de gestion, aussi bien en tant que matériel qu'en nombre de personnel, sans savoir évidemment ce que ça allait nous apporter. Donc quand vous dites la gestion, c'est le manque de masques, c'est la crainte de ne pas avoir assez d'appareils respiratoires ? Tout à fait. C'est aussi bien, comme je le dis, au niveau matériel, masques, tabliers, moyens pour soigner les patients, parce que ça aussi, il faut le dire. Et aussi au niveau du nombre de personnel, parce que malgré tout, le personnel reste aussi des humains et ont aussi été contaminés et ont contracté la maladie, donc ont aussi dû s'absenter. Vous avez senti une différence peut-être entre certains niveaux de pouvoir ? On a souvent évoqué la différence entre la figure très maternante de la première ministre Sophie Wilmès ou bien la proximité des élus locaux. Est-ce que vous, dans votre pratique, vous avez remarqué qu'il y avait peut-être des niveaux de pouvoir qui répondaient mieux ou moins bien que d'autres ? Je pense qu'il n'y a pas de mieux ou de moins bien. Je pense que les éléments qui étaient donnés à la population, à tout un chacun, que ce soit y compris le personnel des hôpitaux, c'est que ce n'était pas clair. Donc il y a eu des messages qui sont partis dans tous les sens. Un jour on devait faire ça, 3 heures plus tard c'était autre chose, le lendemain c'était encore autre chose. Et la grosse difficulté c'est qu'on ne s'y retrouvait plus. Et donc que quelqu'un décide de prendre les mesures les plus drastiques possibles, ça aurait peut-être été mieux. Et de dire dès le départ, c'est pour tout le monde la même chose. Et oui, des mesures graves, parce que voilà, le confinement, c'est quelque chose de très grave pour tout le monde, quel que soit le département dans lequel on travaille. C'est très grave, parce que les conséquences, elles vont commencer à arriver. Toutes les conséquences, qu'elles soient économiques ou même mentales pour certaines personnes. Mais vous n'avez pas senti à un moment donné, votre hôpital est sur le territoire de la ville, que peut-être la ville vous aidait peut-être plus directement parce qu'il y a des contacts, des liens entre l'hôpital et la ville, ou bien qu'au contraire, l'État fédéral avait peut-être plus de moyens parce que ça reste quand même l'État fédéral. Non, vous n'avez pas senti ça à un moment, non ? J'ai pas ce sentiment. Ok, je me tourne vers le représentant du secteur des maisons de repos, fortement mis sous pression aussi. Vous avez-vous senti à un moment donné qu'il y avait certains niveaux de pouvoir qui venaient peut-être plus vite ou plus concrètement en aide aux maisons de repos ? Oui, clairement. Clairement, dans la mesure où ce qu'on peut retirer comme premier enseignement de la crise, c'est qu'on s'est confronté à, non pas une lasagne institutionnelle, mais une espèce de spaghetti entremêlé, où quand il s'agissait de prendre des décisions
il fallait pousser sur un bouton, mais on ne savait pas toujours lequel et on ne savait pas qui avait la compétence pour le pousser. Factuellement, il est clair qu'au niveau de la région et en particulier de l'administration bicommunautaire et risquaire, il y a eu un comportement absolument exemplaire en termes de soutien aux établissements. Ils ont réussi à trouver des masques, ils ont établi du soutien aux établissements et donc là, je pense que le niveau régional n'a pas péché. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des couacs qui sont inévitables dans de telles situations de crise, mais un bon point pour le niveau régional, certainement. Alors peut-être une question de l'autre côté de la table, répond qui veut, mais à quel moment vous avez senti que vous étiez dans une crise peut-être plus importante que les difficultés économiques que rencontre chroniquement un entrepreneur ou que les tensions qu'il peut y avoir dans les quartiers auxquels vous êtes amené à faire face, peut-être parfois comme médiatrice à Fort Jeune. À quel moment vous avez dit, oula, attention, cette crise, elle n'est pas qu'en Chine, elle est aussi chez nous? C'est quand il y a eu le confinement? C'était avant? C'était peut-être un peu plus tard? Mais dès le confinement, les écoles se sont arrêtées. Et donc, effectivement, il y a un certain nombre de difficultés auxquelles les jeunes ont été confrontés rapidement. C'est-à-dire quoi? Par exemple, l'enseignement à distance qui n'était pas préparé et qui semble malheureusement générer plus d'inégalités encore. Et donc, on a eu des jeunes qui n'avaient pas de matériel informatique, qui n'avaient pas de connexion, ou plus généralement, qui sont à la maison seuls, qui n'ont pas l'espace requis pour pouvoir travailler et qui ont donc rencontré des sérieuses difficultés, de sévères difficultés par rapport à l'enseignement en tant que tel. Et je reviens avec ma question, celle que j'ai posée en face tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a certains niveaux de pouvoir qui ont mieux réussi que d'autres à apporter des réponses, qui étaient plus à l'écoute ou qui avaient visiblement plus de moyens? Alors, moi, je pense qu'au niveau de l'enseignement, il y a beaucoup d'efforts qui ont été consentis. Malheureusement, les décisions qui ont été prises ont fait que beaucoup de directions ont géré avec une certaine autonomie les mesures qui devaient être prises. Je pense par exemple au fait qu'on a dit le redoublement devait être exceptionnel. Et on s'est rendu compte dans les faits que la bienveillance devait être généralisée. On nous avait dit il n'y aura pas de recours cette année, vous allez voir. Eh bien la réalité c'est qu'il y a eu énormément de recours et qu'il y a même eu plus de 60% de recours face aux décisions des conseils de classe. Mais de quoi? Il y a eu quand même des redoublements, les écoles? Il y a eu des redoublements, il y a des écoles qui n'ont absolument pas joué le jeu. Et notre sentiment, pour ceux qui n'ont pas joué le jeu, c'est qu'ils n'ont pas pris la mesure de la situation exceptionnelle dans laquelle on était. Que les écoles, finalement, ne connaissent pas la réalité de leurs élèves? Je ne sais pas si elles ne la connaissent pas, mais en tout cas, elles ont certaines méconnu la réalité. Quand on se trouve dans un quartier populaire, qu'on n'a pas d'espace, qu'on n'a pas de jardin, que les tensions sont là et qu'on n'a pas d'espace pour étudier, oui, les choses sont beaucoup plus compliquées. On reviendra sur la situation des familles. Sébastien Billiet, vous avez dû fermer votre commerce, adapter le service que vous proposez? Alors en fait, on n'a pas fermé notre commerce, mais c'est vrai que la fermeture en fait de l'Horeca, quand les restos ont fermé le vendredi, on ne savait pas comment on allait devoir ouvrir le samedi. Quelles étaient les mesures en place? Le port du masque, donc c'était juste au début du confinement. Quelles mesures sanitaires? On a d'abord commencé à aller chercher des gants, puis finalement les gants, ce n'était pas une bonne idée. Donc on naviguait un peu dans le flou pour savoir exactement comment bien accueillir les clients. Et où est-ce que vous trouvez les réponses à ce moment-là? De nouveau, c'est là, j'assiste, je mets ma rote, mais je veux y voir clair. Les députés vont peut-être regarder cette émission, on l'espère, on l'imagine en tout cas d'ailleurs. La commune vous donne des réponses? C'est les fédérations dont vous êtes membre comme l'UCM, ou bien vous êtes comme tout le monde à regarder des conférences de presse? Alors principalement effectivement ce qu'on a fait pour avoir les informations. En fait, on a suivi plutôt le JT pour pour un peu connaître les informations en faisant des recherches sur Internet également et en tombant du coup sur le site plus fédéral pour avoir les mesures. Vous avez cherché vous-même les éléments de réponse. Oui. Est-ce que vous avez eu des aides, que ce soit de la commune, de la région, d'ailleurs? Alors, on a eu accès aux droits passerelles. Par contre, au niveau de la gestion des primes, on avait fait une demande de primes pour la fermeture, pour la réduction d'activité pour une autre activité, puisqu'on fait de l'importation et distribution en vin vers l'Horeca, qui est complètement à l'arrêt, en tout cas pour la partie traiteur. Et elle est liée en fait à la réception, à la date de réception du droit passerelle. Et donc, comme on a eu... C'est un tout petit peu technique, mais en gros, est-ce que l'administration vous a aidé? Est-ce que vous avez eu des réponses quand vous demandiez finalement une aide pour simplement continuer votre activité qui ne coûte rien à personne, à part à vos clients s'ils le veulent bien? Alors au niveau des aides, on a eu un passage à la commune où ils nous ont apporté donc les informations, mais ça c'était post
confinement pour savoir, voilà, il faut porter des masques dans les rues et des choses comme ça. Donc au moment même du confinement, on était vraiment plus dans le flou, pas spécialement eu un soutien spécifique de la commune. Alors, je me retourne de nouveau vers Marion de Drogue. À quel moment vous avez remarqué, vous, dans le secteur hospitalier, qu'on était dans une crise qui menaçait peut-être le système lui-même? Est-ce que vous avez eu l'impression à un moment que le système hospitalier risquait d'être saturé? C'était ça la grosse crainte au début. Alors pour travailler à l'hôpital Saint-Pierre, je pense que nous étions le seul hôpital qui avons ouvert des lits supplémentaires de soins intensifs et des lits que nous avons appelés des lits Covid supplémentaires. Quand vous dites qu'ils étaient ouverts, ça veut dire qu'ils étaient là. Ils n'existaient pas avant. Ils étaient prêts à recevoir des gens, mais est-ce qu'ils ont été utilisés? Est-ce qu'à un Et moment ils ont, donné, vous avez ils ont dû être ouverts et ils ont été utilisés parce que nos lits de soins intensifs n'étaient pas suffisants que pour accueillir les patients qui nécessitaient une hospitalisation aux soins intensifs. Et donc à ce moment-là, vous avez craint qu'à un moment donné, le service soit débordé? Ah oui, on a eu... Et ça a tenu à quoi qu'on aille au-delà? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Eh bien, nous avons ouvert des unités de soins intensifs Oui, parce supplémentaires. qu'en préparant l'émission, vous me disiez tout le monde a mis la main à la pâte, on a vu des médecins faire des choses vraiment folles. Effectivement, tout le personnel, en tout cas dans les hôpitaux Iris de Bruxelles, au début de la crise, personne n'a été mis en chômage économique. Tout le monde a été utilisé pour faire d'autres tâches que ce qu'ils ne faisaient habituellement. C'est-à-dire qu'on a trouvé des médecins qui ont pris un seau, une loque et qui ont commencé à frotter. Parce que malheureusement, qu'est-ce qu'on a vu? C'est que le Covid, c'était du nettoyage. Essentiellement, il fallait désinfecter, il fallait nettoyer. On n'avait pas suffisamment de personnel dans les équipes d'entretien que pour assurer, je vais dire 3 fois le travail ou même 4 fois le travail qu'ils étaient censés faire normalement. Il fallait passer derrière tout le monde. Dès qu'une porte était touchée, il fallait la nettoyer, il fallait la désinfecter. La même chose pour tout le matériel, toutes les surfaces. Tout le monde a mis la main à la pâte. Même les médecins, les chirurgiens. Tout à fait. Tout le monde a mis la main à la pâte. Je me tourne vers Vincent Frédéric parce que vous avez dit dans une interview quelque chose qui m'a interpellé quand je préparais le dossier. Vous disiez... Il y a des hôpitaux qui, quand les maisons de repos les appelaient pour hospitaliser les gens, disaient hop, gardez-les chez vous, ils seront mieux là. Est-ce que vous confirmez cela et est-ce que ça concerne notamment des hôpitaux à Bruxelles? Je confirme tout d'abord que ça n'a pas eu un caractère général. C'est bien un problème qui s'est posé par rapport à certains refus d'admission, à des combats qui ont dû être menés par rapport à certains hôpitaux dans différentes régions du pays. Notamment à Bruxelles ou pas? La question, à notre niveau, est surtout, enfin, l'important ici, et c'est ce que je dirais à la Commission wallonne et ce qui a été dit en Flandre, devant le Parlement flamand, c'est qu'on souhaite surtout qu'on tire les leçons. Il y a des choses qui ne peuvent plus se passer. Il y a eu des erreurs, il y a eu des erreurs d'interprétation, il y a eu des excès d'interprétation qui sont liés à une situation de crise extrême qui a dû être gérée par des êtres humains qui n'en avaient pas les moyens. Mais on a bien eu des problèmes de refus d'hospitalisation. Il y a un article du New York Times qui était très clair. Il y a d'ailleurs une instance judiciaire qui va commencer à Bruxelles. Il y a eu des retours d'hospitalisation, par exemple en Brabant wallon à 22h30 sans prévenir la maison. Et les maisons de repos ne sont pas exemptes non plus de certains reproches. Dans des situations de crise, vous voyez le meilleur et le pire. Et je crois que globalement, en termes de système de soins, on n'a pas été très loin du meilleur dans la plupart des cas, hôpitaux compris. Alors, je pose une question large à tout le monde. Vous avez tous été mis sous pression très forte ces derniers mois. Est-ce qu'à un moment, l'une d'entre vous a senti que la crise qu'il fallait gérer, à laquelle il fallait faire face au travail, débordait sur la vie privée, que quand vous rentriez chez vous le soir, à un moment donné, c'était trop et que ça avait un impact? Peut-être, Sébastien Billier, vous opinez du bonnet. Alors, vous travaillez avec votre compagne et peut-être la césure était difficile à faire? En soi, c'est juste que c'est vrai qu'au retour à la maison ou autre, c'est vrai que c'est toujours un peu le même schéma. On entend toujours les chiffres au niveau du corona, on entend encore aujourd'hui. Et donc, c'est vrai qu'en fait, on baigne un peu tout le temps dans une crise où on entend toujours les mêmes, enfin pas les mêmes informations, mais l'évolution de la situation. Mais c'est vrai que ce soit sur le cadre au boulot ou à la maison, c'est vrai qu'on est toujours un peu omnibulé par cela. Quelqu'un d'autre qui a trouvé qu'il y en avait trop? C'est-à-dire pendant 2 mois, on a travaillé en télétravail. Donc, résultat, on ne rentrait pas chez nous, on restait chez nous. Hein. Donc, c'était assez différent, mais ça voulait dire, comme on avait dû dévier les lignes téléphoniques, qu'on recevait des coups de fil tard.
à certains moments et qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes au niveau des parents puisque les règles changeaient énormément. Donc oui, on a eu une pression autour de cette information qu'il fallait qu'on digère d'abord et qu'il fallait qu'on puisse expliquer rapidement aux parents et aux jeunes également. J'ai une question justement que vous me servez sur un plateau parce que on a beaucoup pointé les jeunes qui ont continué à faire la fête. On se souvient de ces images à la place Flagey. Alors pour vous, c'est le signe de quoi? C'est le signe d'une espèce de résilience de la jeunesse ou bien au contraire on a un peu marqué durablement ces jeunes en leur faisant passer un mauvais message, en leur disant attention, alors je pense peut-être aux plus jeunes, méfiez-vous, ne faites plus de câlins, restez éloignés de votre professeur, de votre instituteur, institutrice. Comment vous la sentez, vous, cette jeunesse avec laquelle vous êtes en contact tous les jours? En tout cas, je trouve que c'est un sale temps pour les jeunes. J'aimerais pas avoir 20 ans aujourd'hui. Parce qu'il y a énormément de contraintes qui pèsent sur eux. Qui plus est, l'image de la jeunesse est quand même souvent écornée. On leur fait porter la responsabilité d'un certain nombre de contaminations, notamment à travers les images dont vous parliez. On les a stigmatisés? Je pense qu'on les a stigmatisés et en milieu populaire, je pense qu'il y a énormément de jeunes qui ont eu à subir des sanctions, les fameux SAC. Les sanctions administratives. Et donc, nous, on a vu arriver beaucoup de jeunes chez nous qui se plaignaient notamment. Certains, ils ont été sanctionnés parce qu'ils étaient dans l'espace public après 22 heures. Or, il n'y a jamais eu de couvre-feu à Bruxelles. Donc, il n'y avait aucune raison pour qu'ils soient sanctionnés de cette manière. D'autres avaient passé le canal, ils s'étaient retrouvés de Molenbeek à Bruxelles. On leur disait qu'ils n'étaient plus dans leur commune. Il n'y a jamais eu aucune règle qui est dit qu'il fallait rester dans sa commune et ils étaient sanctionnés. Donc il est clair que par rapport à l'état de droit, par rapport aux règles, à leur publicité, à leur compréhension et à la façon dont à certains moments ces règles ont été interprétées par la police, il y a un malaise énorme. Il y en avait déjà un, mais il y a un malaise qui s'est amplifié entre la police et les jeunes et en termes d'état de droit, ce qui me paraît quand même fort important pour une démocratie. Marion de Drogue, est-ce que les hôpitaux sont plus prêts maintenant, dans votre pratique, à faire face à une nouvelle crise sanitaire, à un nouveau pic? Ou bien, je reviendrai avec vous pour la même question vers les maisons de repos, mais ou bien est-ce qu'on a tellement été pioché dans les réserves que alors, je vais diviser votre question en deux parties. Je pense qu'au niveau matériel, les hôpitaux sont prêts. Le gouvernement a fait en sorte qu'il y ait des stocks partout, on le dit assez. Par contre, au niveau humain, je pense que le personnel, quel qu'il soit, est épuisé. Épuisé. Je pense que si demain, il devrait y avoir un nouveau pic, comme nous l'avons connu dans le courant du mois de mars-avril, là, j'ai beaucoup de craintes par rapport au personnel. Parce que, pour revenir à ce que vous disiez tantôt, en ce qui concerne le personnel du milieu hospitalier qui rentrait chez eux, la grosse crainte... Quand je parle du personnel, c'est tout métier confondu. La grosse crainte était de contaminer leur famille. Parce que quelque part, c'est leur métier, ils se sentent le devoir de faire leur métier, mais d'autre part, ils doivent après rentrer à la maison, continuer à vivre tout en se disant j'espère que je ne vais pas contaminer ma famille. Vincent Frédéric, quel constat pour le secteur des maisons de repos? Est-ce que s'il y avait un nouveau pic, on est mieux préparé ou au contraire on a tellement encaissé, on a tellement donné qu'en plus apparemment certaines maisons de repos ont du mal à se remplir parce que les gens hésitent à y placer leurs parents, leurs aînés? Oui, ça ce sont deux problèmes de nature différente. Je dirais qu'en termes de préparation à l'épidémie, il y a deux points extrêmement importants. C'est le problème du matériel, évidemment, qui est la base de tout. La manière d'utiliser ce matériel, vous ne direz pas le contraire, madame, mais aussi avoir une stratégie de testing et de tracing qui est cohérente. Ici, actuellement, on est en train de faire des tests préventifs de tout le personnel des maisons de repos de toute la région de Bruxelles-Capitale, puisque, et il n'y a pas de question de responsabilité, mais le Covid est rentré dans la maison de repos, soit par l'intermédiaire de membres de personnel. 95% d'entre eux utilisent le métro ou les bus, qui sont des endroits idéaux, entre guillemets, quand on ne prenait aucune précaution particulière pour se faire infecter. Puis il y a les familles et les autres intervenants. Maintenant, on a une stratégie de testing, on a du matériel, donc tout est en place pour que on puisse détecter très vite le premier cas et qu'on puisse agir de telle manière à cohorter, isoler. Donc il y a une bien meilleure préparation. La question évidemment des lits vides est une question d'ordre économique qui est prégnante.
puisque par peur, il y a un certain nombre de personnes qui hésitent à entrer en maison de repos et maintenant il y a de nouvelles entrées, mais on constate que les personnes arrivent dans un état qui est considérablement dégradé parce que même avec le panel d'aide à domicile, on ne peut plus suivre une qualité, une continuité de soins. Donc ça, c'est un autre enjeu, mais qui sera aussi évoqué à d'autres endroits. Sébastien Billet, comment s'en sort aujourd'hui votre commerce? Est-ce que vous avez craint de devoir le fermer? Est-ce que vous êtes tout à fait rassuré par rapport à ça? Je ne parle pas tellement des mesures, je parle vraiment du chiffre d'affaires requis pour faire tourner une boutique. Alors c'est vrai on a lancé l'activité déjà il y a un peu plus d'un an et c'est vrai qu'on a modifié en fait énormément l'assortiment du magasin un peu en fait avant le Covid en passant sur des plats en bocaux, des plats en fait préparés, pasteurisés et donc en soi on a une offre de plats qui d'une certaine manière convient bien également à la possibilité de manger des plats individualisés sans craindre en fait sans craindre évidemment d'avoir une possibilité. Mais est-ce que vous avez craint à un moment donné que votre commerce ne passe pas la crise parce que la clientèle baissait, ou au contraire le besoin de certains d'aller dans des plus petites enseignes, d'avoir des choses peut-être plus saines vous a aidé? Il y a des commerces qui ont plutôt bien résisté à la crise. Hein. Alors effectivement, en soi, en fait, ça dépend, je pense, un peu des situations pour chaque commerce. Nous, on est en fait un espace où on a aussi bien du résidentiel que des bureaux. Et donc, c'est vrai qu'en soi, on a vu une partie finalement de la clientèle ne plus être présente puisque les bureaux sont encore toujours fort fermés, effectivement. Et alors, on a par contre eu un peu plus de clientèle qui habitait dans le coin. Donc, on a plutôt eu une crainte de fermer complètement en fonction des mesures. Si à un moment donné, il y avait uniquement les grandes surfaces qui restaient ouvertes. Enfin, il y avait des choses vraiment, on s'est dit, tiens, finalement, est-ce que nous, en tant que petit commerce local et de denrées alimentaires, est-ce qu'on est concerné ou pas par une fermeture potentielle? Il nous reste 3 minutes. Eh bien, on va jouer aux députés, mais d'abord, jingle. Si l'un ou l'une d'entre vous, peut-être ce sera le cas, est convoqué par la commission spéciale du Parlement bruxellois, est-ce que vous avez une suggestion? Les députés vont auditionner, puis ils feront, c'est leur travail, des recommandations à destination du gouvernement, des pouvoirs publics. Est-ce que vous avez une recommandation que vous voudriez leur faire peut-être le premier, Vincent Frédéric, vous êtes déjà passé, vous, devant une commission du Parlement flamand, vous serez sans doute convoqué par celle du Parlement bruxellois, vous leur demanderez de mettre quoi dans les recommandations? Eh bien, la même chose que je vais dire vendredi devant le Parlement wallon. S'assurer que le matériel de protection, tout le matériel de protection soit là en suffisance. S'assurer qu'on améliore très vite le programme de formation des directions et du personnel sur des points spécifiques comme la gestion de crise pour les directions, sur l'hygiène pour le personnel. Et aussi prendre les mesures nécessaires pour soutenir le secteur encore un trimestre de telle manière, parce que ça, c'est l'enjeu, à ce que l'emploi puisse être maintenu. Puisque ça, c'est la véritable menace qui peut peser si on n'a pas suffisamment de résidents. Mario de Drogue, les infirmières seront entendues, c'est certain. Qu'est-ce qu'elles vont dire, d'après vous? Je ne sais pas, mais ce que moi je sais que je dirais, c'est en tout cas qu'on élabore un plan d'urgence pandémique avec un plan d'action commun. À tous les hôpitaux? À tous les hôpitaux, à tout le territoire, et ça inclut tout ce que monsieur vient de dire. Sébastien Billet, qu'est-ce que vous demanderiez comme indépendant? Alors en fait, d'une manière un peu plus opérationnelle, c'est de faciliter la communication vers les commerces, peut-être via un système de mailing par les adresses e-mail, via les codes NACE concernés. Voilà, quelque chose vraiment opérationnel, mais d'avoir les informations en fait en temps et en heure des mesures à prendre. Chantal Massard, dans les milieux populaires dans lesquels vous travaillez, quelle serait la revendication que vous metteriez en avant? Mais je pense, par rapport à l'école, à ce que l'école, comme c'était prévu jusqu'au 18 août d'ailleurs, que l'école puisse être ouverte aux interventions extérieures comme celle du monde associatif et pas uniquement pour la vie affective et sexuelle, puisque là, effectivement, on nous dit que c'est possible de rentrer dans les écoles, mais que les écoles soient ouvertes vers le monde et qu'elles puissent avoir les partenariats nécessaires avec le monde culturel. Beaucoup de jeunes, c'est la seule façon pour eux d'aller au théâtre, c'est une des rares occasions, c'est d'y aller avec l'école. Et si cela n'est pas possible, ça va creuser encore les inégalités. Merci à tous les quatre de vous être rendus sur le plateau de Versus, de vous être livrés, d'avoir parlé de votre travail, de votre vie privée aussi, impactée évidemment par le Covid. La semaine prochaine, un autre sujet, d'autres invités, d'autres questions, d'autres interventions. À très bientôt sur le plateau de Versus sur BX1.